OK, donc on continue maintenant avec le sujet des clés adresses. Donc pour pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un, il faut connaître son adresse. Donc comment est-ce qu'on génère ces adresses-là et quelle est la relation entre les adresses et les clés privées et publiques. OK? Donc pour pouvoir essentiellement prouver son identité, prouver que on détient des fonds, euh, on va utiliser ce qu'on appelle donc le chiffrement asymétrique, ok, donc c'est-à-dire la cryptographie à base de clés privées et publiques. Donc l'idée c'est que chaque utilisateur va générer une ou plusieurs paires de clés privées et publiques. On va voir donc à la base on génère une paire, mais on va voir plus tard là, pourquoi ça pourrait être une bonne idée là, de générer plusieurs paires de clés privées et publiques. Et donc, c'est quoi l'idée d'avoir une paire de clés? Donc, essentiellement, l'idée de base, c'est que la clé publique peut être partagée aux autres, peut être révélée. Et pour prouver on détient la clé publique qui est associée à cette clé privée, on peut utiliser un processus cryptographique qu'on appelle une signature. Okay? Donc, on peut générer une signature à partir de notre clé privée et donc selon le protocole cryptographique, on a donc la possibilité d'utiliser la clé publique pour vérifier que la signature est légitime. Okay? Et ça, c'est sans révéler la clé privée elle-même. Okay? Donc, il y a une façon de prouver ça simplement à partir d'une signature et de la clé publique. Donc, dans Bitcoin, comment est-ce qu'on génère ces paires de clés privées et publiques? Donc, la façon la plus commune qui s'appelle le RSA. Donc, ça, si vous regardez d'autres, si vous avez pris un cours de cryptographie ou c'est ça, vous regardez des articles en ligne, normalement, c'est la première chose qu'on vous présente, c'est le RSA quand on parle de cryptographie asymétrique. Ici, dans le cas de Bitcoin, on va utiliser ECDSA. Okay? Donc, c'est une méthode plus avancée qu'on appelle la cryptographie à courbe elliptique. Okay? Donc, c'est une méthode un peu plus compliquée là, pour générer les paires. Et on va utiliser ça à 256 bits. Donc, pour ce cours-ci, c'est pas nécessairement important de savoir comment ECDSA fonctionne, okay? Ou c'est quoi la différence entre ça et RSA. Donc, on va pas passer à travers ça durant ce cours-ci. Mais une chose qui est peut-être importante à retenir, c'est la justification, donc la motivation pour utiliser le ECDSA. Et l'idée, ok, donc pourquoi est-ce que Bitcoin utilise ça, pourquoi Satoshi utilise ça, c'est tout simplement parce que c'est pour des raisons de performance. C'est que les clés ECDSA peuvent être plus courtes, ok, donc c'est-à-dire ici on les fixe à 256 bits, tout en conservant donc les mêmes caractéristiques de sécurité qu'une clé plus longue en RSA. Okay? Donc une clé équivalente plus longue en RSA peut être raccourcie peut être plus courte en ECDSA et avoir la même propriété de sécurité. Okay? Donc c'est vraiment pour des raisons de performance. Et donc c'est ça. Donc vous avez juste besoin de savoir ça et savoir que seule la personne qui détient la clé privée générée par le ECDSA peut fournir une signature pour prouver son identité associée à une clé publique de la paire ECDSA. OK. Donc là, ça c'est le concept de paire de clés publiques-privées. Donc là, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est quelle est la relation entre ces paires-là, la paire elle-même, et une adresse Bitcoin, parce que c'est pas la même chose. OK? Et qu'est-ce qui se passe dans Bitcoin? C'est que quand j'ai besoin par exemple, de recevoir de l'argent avec quelqu'un d'autre, je suis pas censé lui envoyer ma clé publique. Okay? Bon, on va voir que en fait, Bitcoin a une certaine flexibilité et c'est pas incorrect de partager sa clé publique. Okay? On peut le faire. La seule chose qu'on ne devrait pas faire, c'est partager sa clé privée. On peut partager sa clé publique, mais Bitcoin offre une meilleure méthode pour donc partager cette information-là et c'est sous forme d'adresse. Okay? Donc, comment est-ce qu'on génère l'adresse?
l'adresse est essentiellement un hash de la clé publique. Okay? Donc, ça utilise là, le même genre de processus de hash avec le SHA-56. Puis, il y a aussi une autre fonction de hash qui s'appelle le RIPE-MD qu'on utilise pour donc générer cette adresse-là. Donc, les détails techniques pour la génération d'adresses, c'est quelque chose qu'on ne va pas couvrir en classe. Mais si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez toujours aller fouiller dans les documentations, là, les specs de Bitcoin. Mais ce qui est important pour nous de savoir, c'est les propriétés de l'adresse. C'est-à-dire que l'adresse, c'est un hash d'une clé publique. Donc, on a les mêmes avantages que le hashage cryptographique qu'on utilise dans le Proof of Work. C'est-à-dire que c'est une fonction qui est à un seul sens. Donc, à partir d'une adresse qui est partagée, une adresse publique qu'on partage à quelqu'un d'autre, on ne peut pas donc calculer l'adresse publique, puisque c'est un hash. Et donc, quel est l'avantage d'avoir une adresse? Donc, puisque c'est un hash, ça veut dire qu'on peut générer une version plus courte de la clé publique. Dans la prochaine slide, on va voir là, la différence dans les tailles. Donc, quand c'est plus court, c'est plus facile à partager. Ça améliore la performance du système parce que on a besoin d'enregistrer moins d'informations dans nos transactions. Et dans nos sorties de transactions, on référence l'adresse au lieu de la clé publique, donc c'est plus court. Et l'autre avantage, c'est que dans la génération d'une adresse, on va appliquer aussi des fonctions là, pour le transformer dans un format lisible. Okay? Donc, on va voir un concept qui s'appelle base58, qui permet donc de convertir l'adresse dans un format où tous les caractères sont faciles à lire pour un humain. Donc, encore une fois, c'est pour rendre ça plus pratique, plus facile à utiliser et plus facile à partager sans commettre d'erreurs. D'accord? Donc ça, c'est les raisons principales pour utiliser une adresse au lieu d'utiliser une adresse publique. Il y a d'autres raisons aussi, mais c'est pas des points majeurs. Il y a des gens qui argumentent aussi que, par exemple, que partager des adresses, c'est plus sécure que partager la clé publique. Donc, même si la clé publique, donc par design, c'est l'information qu'on peut partager publiquement, mais si on a cette couche-là additionnelle d'adresse, à ce moment-là, le seul moment où on partage notre adresse, c'est notre clé publique, c'est au moment où on a besoin de consommer une sortie de transaction. Donc, du moment qu'on ne consomme pas la sortie de transaction, la clé publique n'est pas révélée et la seule chose qu'on voit sur le blockchain, c'est l'adresse qui est un hash et on ne devrait pas être capable de calculer la clé publique à partir de l'adresse. Donc, ça a des fonctions aussi, des propriétés d'améliorer un peu la sécurité du système, d'avoir à passer à travers, de briser un hash en plus de briser la cryptographie ICDSA pour pouvoir donc attaquer une certaine paire spécifique. OK. Donc, comment on fait donc la consommation maintenant? Donc, si on revient à l'exemple d'avant, donc la consommation, donc si on regarde ici, donc ici quand on écrit Alice, c'est pas écrit Alice comme ça, mais c'est effectivement écrit une adresse, d'accord? C'est écrit une adresse ici et Alice détient la paire donc ici DSA de clés publiques-privées. Et ce qu'on va voir, c'est que quand elle consomme cette adresse-là, elle va révéler sa clé publique et elle va révéler aussi sa signature. OK? Et donc, le mineur va pouvoir vérifier que la signature est valide en utilisant la clé publique qui est révélée par Alice. Et le mineur peut aussi faire le hachage, donc la conversion de la clé publique pour trouver donc la correspondance avec l'adresse ici, avec l'adresse qui a déjà été écrite dans une transaction précédente. Okay? Donc ça, c'est tous les processus de validation que le mineur doit faire pour assurer là, que cette consommation ici est approuvée. En plus, évidemment, de vérifier que la sortie elle-même a été non dépensée, qu'elle est un UTXO. Donc ça, c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire de traverser le blockchain au complet pour vérifier que cette adresse a pas été, que cette sortie n'a pas été consommée. OK. Donc ici, quelques exemples de clés privées et publiques.
Donc, avec le ECDSA, donc ce qu'on a dit, c'est générer des clés de 256 bits. Donc, la clé privée donc, a un format donc, comme ça, ici, donc en hexadécimal. La clé publique est à ce format-là, un peu plus long que la clé privée, okay, dans la génération elle-même. On doit ajouter un octet de plus. Et l'adresse ici, donc, qui raccourcit donc, la clé publique de 33 octets à 25 octets, okay, avec 34 caractères. Et c'est en format lisible, donc base 58, où tous les caractères donc, sont des caractères de l'alphabet alphanumérique. Et en plus de ça, on va éliminer les caractères qui sont plus difficiles à distinguer, comme par exemple le I majuscule avec le L, par exemple. Le L minuscule. Okay? Donc, c'est des caractères qui sont difficiles à distinguer. Donc, dans le base 58, on les enlève là, de notre grammaire, en fait, des possibilités de caractères. OK, donc voici le protocole simplifié jusqu'à présent. OK, donc selon ce qu'on connaît jusqu'à date, voici le processus complet du point de vue d'un utilisateur. Donc, un utilisateur, c'est quelqu'un qui détient un porte-monnaie pour pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre. Donc, Alice veut envoyer de l'argent à Bob. Donc, Bob doit générer sa paire de clés privées-publiques, donc avec le ECDSA. Donc, à partir de ça, va générer, donc, en utilisant le POB1 ici, la clé publique va générer son adresse, une adresse add1. Et va envoyer cette adresse à Alice. Okay? Donc, on va lui donner son adresse. Alice va créer sa transaction. Et dans cette transaction, elle doit générer une sortie de transaction ici qui envoie donc le bon montant qu'elle veut envoyer à l'adresse de Bob. Donc, ça, c'est l'adresse que Bob a fournie. Et donc, pour alimenter cette sortie de transaction, doit donc référencer des entrées de transaction. Donc, ce n'est pas nécessairement une entrée, là, comme dans cet exemple. Ça pourrait être plusieurs entrées de transaction pour pouvoir donc satisfaire là, un Bitcoin et l'excédent d'argent. Donc, si elle référence trop d'argent en entrée pour cette sortie-là, donc il y a plusieurs possibilités. Une possibilité, évidemment, c'est que tout le restant qui reste va être implicitement envoyé au mineur comme frais de transaction. Et l'autre possibilité, c'est que Alice pourrait créer d'autres sorties de transactions pour envoyer l'argent soit à d'autres personnes ou même à son propre compte, pour retourner donc le restant à son propre compte. OK, donc elle crée la transaction et l'envoie dans le réseau Bitcoin, donc c'est-à-dire que son client est connecté à un miner, un full node dans le système, dans le réseau Bitcoin, et lui envoie la transaction. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le mineur va, donc, et ça c'est ce qu'on a vu là, durant le cours de consensus, va prendre la transaction, le mettre dans son mempool, et va aussi le partager avec d'autres mineurs dans le système. Okay? Donc, à travers un processus de bavardage qu'on n'a pas encore passé à travers, mais qu'on va voir dans les semaines à venir. Donc, va propager la transaction. Et là, éventuellement, qu'est-ce qui va se passer? Un mineur dans le système, okay, peu importe qui, mais un mineur va, on espère, éventuellement inclure la transaction dans un bloc qui va être miné avec succès, c'est-à-dire que le crypto puzzle a été résolu. Et là, le bloc miné va être donc envoyé à travers le système, et là, tout le monde va éventuellement reconnaître que c'est le bloc gagnant. Donc, évidemment, là, à travers le consensus de Nakamoto, la chaîne la plus longue et tout ça. Donc, éventuellement, la transaction va rentrer dans un bloc et le bloc va recevoir un certain nombre de confirmations que Bob attend. Donc Bob va regarder le blockchain, voir, OK, la transaction vient de rentrer dans la blockchain, ça a une transaction, mais si, par exemple, Bob est patient et veut s'assurer là, que le consensus est vraiment solide, va attendre par exemple 6 confirmations, donc va attendre 5 autres blocs en plus du bloc qui contient la transaction d'Alice. Et donc une fois que ce processus est terminé, donc là Bob est relativement là, satisfait que sa transaction est rentrée, que l'argent lui appartient. Donc à ce moment-là, Bob
pas besoin de rien faire d'autre. C'est-à-dire que l'étape 6 ici, c'est une étape qui est dans le futur. Mais à la fin de l'étape 5, Bob est donc raisonnablement confiant que l'argent lui appartient, qu'il y a eu un Bitcoin qui a été envoyé à son adresse. Donc, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Okay? Du moment que cette transaction existe, que cette sortie reste dans le système, c'est comme si l'argent lui appartient. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de concept là, de balance dans Bitcoin. C'est qu'il n'y a pas de c'est pas écrit dans la blockchain que Bob détient présentement un Bitcoin ou 2 Bitcoins ou 3 Bitcoins. Okay? Il n'y a pas de sommaire ou d'agrégation de sortie qui indique combien d'argent Bob a dans le système. Okay? Il n'y a tout simplement pas de concept de compte. Tout ce qu'il y a, c'est que Bob lui-même doit se souvenir que il existe une sortie de transaction A qui existe dans un bloc, dans un certain bloc B, et cette transaction-là lui donne un Bitcoin. Donc, c'est la responsabilité de Bob de se souvenir là, de toutes les sorties qui lui appartiennent, et c'est la responsabilité de Bob de essentiellement là, gérer les sorties de transactions qui lui appartiennent pour savoir combien d'argent il possède là, dans son combien de Bitcoin il possède dans le système. OK? Donc là, éventuellement dans le futur, et là ça peut être n'importe quand dans le futur, okay, à perpétuité, et ça c'est la force de Bitcoin, c'est censé être un système là, qui est éternel, et ton argent va jamais disparaître, et il va toujours être tu vas toujours pouvoir le dépenser à n'importe quel moment comme bon il semble. Donc là, dans le futur, Bob va décider de dépenser cet argent-là, donc va décider de l'envoyer d'envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment comme le concept là, endosser un chèque et l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va référencer sa sortie de transaction qui existe. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'il doit prouver que l'adresse lui appartient. Donc, comment il doit prouver ça? Il doit donc générer sa signature avec sa clé privée. Il doit aussi révéler sa clé publique. Donc, ici, c'est pas écrit parce qu'on n'est pas encore allé dans les détails de comment le script de Bitcoin fonctionne. Mais ici, vous pouvez imaginer qu'il y a une signature et une clé publique. Et à ce moment-là, donc les mineurs peuvent donc valider la signature avec la clé publique, faire le hash de la clé publique pour faire la correspondance avec l'adresse, et le mineur va donc approuver cette dépense, cette consommation de 1 Bitcoin, et là Bob peut indiquer dans la même transaction là, comment ce Bitcoin est dépensé. Okay? Donc il va l'envoyer à d'autres personnes. Donc c'est l'idée d'endosser l'argent. Et l'autre chose que le mineur doit faire, évidemment, c'est que Bob n'a pas écrit d'autres transactions entre A et B qui a aussi dépensé cette même sortie-là. Okay, sinon, c'est plus un UTXO, ça a déjà été dépensé. OK, donc quelques ici points de discussion après donc cette section sur le modèle UTXO. Et c'est des choses que je vous invite à penser, et la prochaine fois qu'on va faire une séance Zoom, j'aimerais qu'on fasse une discussion là-dessus, et si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, qu'on puisse passer à travers. Donc, le premier point de discussion, c'est est-ce que le modèle UTXO est fonctionnellement équivalent au modèle de balance? Donc, est-ce que les deux modèles accomplissent la même chose, ou est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Si oui, quelle différence voyez-vous? Okay? Ou quelle limitation voyez-vous? Donc, ça c'est une question. Et les autres questions, c'est donc quels sont les désavantages et les avantages d'utiliser le modèle UTXO? Okay? Donc, ils peuvent être équivalents, mais la façon d'exprimer notre argent sous forme de UTXO pourrait avoir des avantages et des désavantages. Donc, à ce moment-là, j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a des problèmes ou non avec ça. OK, donc c'est tout pour cette vidéo.